Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme, comédienne, artiste de talent, photographe. Elle s'est lancée et est désormais face à l'objectif en tant qu'actrice et signe des débuts plus que prometteurs dans son pays d'origine, le Sénégal. C'est dans la série Play Game, diffusée sur Canal+ Afrique, que j'ai flashé sur elle. Divine, charismatique, elle incarne avec brio Kimi, l'un des rôles principaux. Engagée, elle met également son talent au service de la cause humanitaire en jouant dans la série C'est la vie. Mais comment tout a démarré ? De la photographie à l'acting. Pourquoi ? Son pays, ou plutôt son retour au pays, son pays qui en est pour beaucoup. Dans les précédents épisodes, j'ai rencontré des artistes qui ont quitté leur terre natale pour faire carrière en France. Elle, c'est l'inverse. Comment se lancer au Sénégal ? Pourquoi ce choix ? Comment identifier les opportunités et les saisir au bon moment ? C'est avec Naët Mbaye que nous sommes aujourd'hui. Naët, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom, prénom ? Naët Mbaye, oui, c'est ça, exactement. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 où tout s'enchaîne ? Mais c'est exactement ça. J'ai eu des très grands rêves d'enfant, puis certains que j'avais complètement oubliés, comme celui d'être comédienne. C'était quelque chose, les années passent, on fait d'autres choix dans la vie, on se dit que ça n'arrivera jamais. Et tout à coup, au moment où je me sentais, je dirais, le plus alignée avec moi-même, c'est arrivé. Boum, tu veux passer un casting ? Oui, pourquoi pas ? Je me dis, ça doit être de la figuration, ça va me permettre de mettre un orteil dedans sans vraiment me lancer. Et l'audition, et hop, tu vas jouer Kimi, rôle principal dans une série Canal+ Afrique avec une équipe de rêve. Et ça s'est enchaîné à une vitesse. Là, je t'en parle et je réalise, je crois. Parce que je n'avais pas encore pris le temps de me rendre compte de tout ce qui s'est passé en un an. En off, tout à l'heure, tu me disais que tout était arrivé en même temps. Je pense que ce retour aux sources t'a finalement porté bonheur. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse de plus en plus, d'entendre comment, quand on s'écoute, ça te fait trouver ta place. On va parler de ton enfance. Quel genre d'enfance as-tu eu ? Tu as grandi où ? Alors moi, j'ai grandi au Sénégal. Mon père est sénégalais, ma mère est franco-ivoirienne. Donc je vivais à Dakar, je rentrais tous les étés en France pour voir la famille du côté de ma mère. Une enfance plutôt heureuse, j'ai été élevée par ma mère avec un grand frère. Puis voilà, le Sénégal pour vivre, c'est quand même idéal, du soleil toute l'année, un niveau de vie qui permettait de s'offrir des choses au Sénégal qu'on n'aurait peut-être pas pu en France. Donc voilà, du cheval, de la danse, du théâtre. Ta maman est professeure de littérature et écrivaine, donc vraiment une ouverture au monde artistique et à la pensée, c'est ça ? Ma mère, elle est curieuse de tout. Moi, j'ai tendance à penser qu'elle aurait dû être artiste. Après, écrivain, c'est artiste pour moi, tu vois. Mais elle a toujours eu ce souci de nous emmener partout. Quand je me souviens, les étés, quand j'étais petite, quand t'es plus jeune, ça pèse un peu. Il fallait faire des marathons entiers là, dans Paris pour aller voir l'expo Picasso, le musée machin, tel photographe au jeu de paume. Et en fait, des années plus tard, j'en suis tellement reconnaissante parce que dans la photographie, dans l'acting, dans tout ce que j'entreprends créativement parlant, ça me porte, ça me nourrit, ça m'habite. Et tu passais tous tes étés ici, en France, dans le sud de la France. Donc du côté de ton papa, tu disais ? Alors du côté de maman, parce que ma mère est d'un petit... Alors ma grand-mère a une petite maison dans le sud-ouest de la France, dans un village qui s'appelle Saint-Martin-de-Hens. Donc ta grand-mère sénégalaise ? Ma grand-mère française. Parce que ma mère est donc la mère de ma mère est française et son père était ivoirien. Ok. Et mon papa est 100% sénégalais. D'accord.
Donc des étés entre Paris et le sud-ouest. Le sud-ouest, moi je suis née à Bayonne. Tu sais, les gens ont toujours du mal à le croire, mais oui, il y a des Sénégalaises qui sont nées à Bayonne. Et assez drôle, le grand écart que je faisais chaque année entre les rues bruyantes, la chaleur de Dakar et des étés dans le sud-ouest de la France, entre les fêtes de Bayonne, les fêtes de Tyros, les courses de vaches landaises et la ferme de la famille de ma mère. Donc c'était intéressant, je pense, ça aussi. Ça te plaisait? Beaucoup, beaucoup. La nature, je pense, très différente, parce que le Sénégal, c'est un pays de nature, mais plutôt c'est le Sahel, c'est très sec. C'est beaucoup la mer, etc. Le sud-ouest, pour moi, c'était les champs de maïs, les promenades en forêt, les randos dans la montagne. Donc c'était deux mondes complètement différents, ouais. Tu étais toujours avec ton frère? J'étais toujours avec mon frère. J'ai un grand frère que j'aime beaucoup. J'étais toujours avec lui. Ma mère, mon frère et moi, on est très liés. C'est le triangle. On est très, très proches les uns des autres. On a cette espèce d'envie là, de conservation. Moi, j'appelle ça, on veille les uns sur les autres. On a développé quelque chose de très, très fort qui me porte aussi. Et tu rêvais de quoi à ce moment-là, quand tu étais enfant? Eh ben, je rêvais d'être comédienne, évidemment. Ah, déjà? C'est vrai? Mais j'étais un clown. Moi, j'ai toujours été un petit clown. Ok. Faire rire, je pense que ça a toujours été ma façon, petite, en tout cas, tu sais, de m'assurer que les gens m'aimaient bien, de m'assurer de recevoir de l'amour. Alors, de la famille, des amis, c'était mon petit truc à moi, tu vois. Donc, je montais des espèces de petites productions. Mes anniversaires, je sais que mes copines, je reparle avec ma meilleure amie que je connais depuis, je sais pas, 28 ans, qui me dit, mais chaque anniversaire, tu nous forçais, quoi, dans tes délires. Il fallait se déguiser, répéter le truc pendant 3 heures, et puis après, devant les parents, tu sais, jouer les créations originales de Naët Mbaye. Et c'est ce dont je rêvais. Je me souviens, moi, je regardais, je sais pas pourquoi, Catherine Deneuve, parce que ma grand-mère m'avait offert un DVD des Demoiselles de Rochefort. Et je me disais, mais moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je veux être devant une caméra et je veux... Tu sais, ce qui me plaît dans ton témoignage, c'est j'entends une famille bien faite, j'entends beaucoup d'amour et d'éveil artistique, et surtout, j'entends une identité acceptée. Qu'est-ce que tu me fais plaisir lorsque tu me dis je regardais les Demoiselles de Rochefort et je m'identifiais. Toi, une femme noire sénégalaise. C'est tellement bon d'entendre ce témoignage et différent. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Une identité acceptée, oui. Enfin, je pense que quand tu grandis comme ça, entre deux cultures, entre deux continents, la seule façon d'être bien dans ta peau, c'est de te rendre compte que tu n'es pas obligé de choisir, que tu peux concilier les deux. Avec évidemment, voilà, moi je partage le combat des femmes afroféministes, je suis très impliquée, j'étais invitée à l'université d'été féministe des États d'Afrique de l'Ouest à Dakar en tant que panéliste pour parler de questions de sexualité et de santé mentale, donc j'ai tout à fait conscience que, par exemple, tu sais, cette espèce de dichotomie, quand je suis en France, je suis une femme noire, et quand j'ai grandi au Sénégal avec une maman métisse qui parlait que français, j'étais ce qu'on appelle là-bas une toubab, quoi. J'étais presque une petite fille blanche parce que j'étais moins ancrée dans la culture sénégalaise, n'étant pas proche du tout de mon père et ayant eu des rapports très compliqués avec lui. Tu vois, tu parlais d'identité acceptée, oui, de famille heureuse. Bon, on a tous nos traumas et je pense que moi, là, mon trauma, il est dans peut-être cette relation avec le père et avec la famille paternelle. Mais il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire et le problème, c'est toujours les autres. Moi, je suis une Uruguayenne et quand je suis en Uruguay, je suis 100% uruguayenne, on me dit « Ah, ça se voit que tu es parisienne ». Et quand je suis ici en France, on me dit « Ah, ça se voit que tu es une latina ». Mais ça, c'est la projection que font les autres. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est de se trouver soi-même. Donc toi, ton identité, en tant que femme féminine, tu étais OK avec ta propre identité? Alors, peut-être pas toujours. Tu sais, je pense que la vie, c'est un chemin. On se construit, on s'accepte, on se bat contre certaines choses. Moi, j'ai un souvenir, peut-être quand je suis arrivée en France vers 18 ans, ça a été un peu compliqué, justement, de me trouver, parce que je pense que l'erreur, c'est que je me cherchais dans les yeux des autres. Donc, comme il y avait cette projection moi, je m'étais jamais sentie... la noire de service, tu vois, j'avais grandi au Sénégal, j'avais jamais eu ce sentiment-là, j'avais jamais eu besoin. Alors l'été, en venant en vacances, c'est quelque chose que je comprenais, mais j'avais jamais pris peut-être conscience de toute la violence que ça pouvait parfois comporter. Tu viens de donner le premier conseil, et tu sais que dans notre podcast, on aime donner des conseils, c'est comment éveiller la confiance en soi et l'estime, c'est peut-être
justement par rapport à ce que tu viens de me dire, ton témoignage, ne pas vivre selon le regard des autres, c'est ça ? C'est ça. L'enfer, c'est les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est Sartre. Mais l'enfer, c'est les autres. Et puis surtout, se chercher dans le regard des autres, c'est pour moi la certitude d'être éternellement malheureux. Les gens, ils te donneront jamais les validations que tu cherches. Ils te diront jamais ce que tu as envie d'entendre. Ils seront jamais capables de comprendre tout ce que tu portes en toi, de contradictions, de belles choses, de choses plus sombres. Personne n'est capable de ça. Personne n'est capable de voir à l'intérieur. On aimerait, mais personne n'est capable de voir en les autres de cette façon-là. En tout cas, toi, enfant, tu rêvais déjà de devenir comédienne. Et ton premier souvenir artistique, c'est donc Les Demoiselles de Rochefort. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Qu'est-ce que ça m'a inspiré ? Moi, les costumes, je me souviens. Les chansons, alors maintenant, je les trouve un peu datées, je ne cache pas. Mais à ce moment-là, puis je sais pas, c'est ma grand-mère qui m'avait offert ça. Et puis, il y avait ce côté un petit peu désuet. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé... tu vois, après Les Demoiselles de Rochefort, je me sens j'ai une période Marilyn Monroe, obsédée, la nana. Folle. Mais alors, je pense que c'était surtout aussi lié, pour moi, Marilyn Monroe, c'était son corps. C'est que Ses courbes. C'est la première fois que je voyais... Moi, très tôt, j'ai eu des seins, des fesses. Alors, tu vois, encore une fois, question d'identité. Au Sénégal, c'est génial d'avoir une taille fine, d'avoir des hanches, d'avoir des fesses. On adore. En France, je suis arrivée, on me disait que j'étais curvy, quoi. Alors, au Sénégal, ma grand-mère me gavait pour que je prenne du poids. Et en France, on me disait, mais attends... ah ouais, surtout dans cette époque où c'était skinny. Et puis moi, très vite, je me suis retrouvée à bosser dans la mode. Et puis dans la mode, autant te dire que je suis très, très loin du 32, 34, 36 même. Et on a du mal à comprendre et à l'entendre quand on voit la beauté que tu es. J'avais lu également ou entendu que ton premier spectacle de danse était aussi un souvenir artistique saisissant à 4 ans. Oui. C'est quoi ? C'était... donc ce qui est drôle, c'est que j'étais dans cette compagnie, en tout cas de danse, de mes 4 à mes 17 ans. Donc, et je me souviens, alors à 4 ans, autant vous dire, c'était pas casse-noisette, on était trop mignonnes, on avait cette espèce de pas là qu'elle nous faisait faire. C'était juste, on marchait, puis on levait les bras, puis on rebaissait les bras, puis on traversait la scène dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et on avait des espèces de jupes, mais je me souviens du costume, quoi, rends-toi compte, une espèce de jupe irisée, avec la chanson, c'était Ricky Martin, Undo Stress. Oui. Un rêve. Mais grave. Et je te vois, tu sais, je t'imagine espiègle, rigolote, mignonne, pleine de vie. C'est comme ça que tu devais être, non ? C'était ça. Et puis je me souviens d'être rentrée sur scène et de m'être dit, mais c'est le sentiment le plus magique du monde entier, quoi. Une scène et un public. Ouais, je regardais les gens, je regardais les lumières, puis j'avais le cœur qui battait très très vite, mais en même temps c'était tellement agréable, et puis ça, j'avais chaud, j'avais froid, et puis avec mes copines on se regardait, on se disait mais qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est vraiment genre trop bien. Et ouais, ça c'était un souvenir très fort, ouais, de petite fille. Et alors donc, si j'entends bien, tu es quand même issue d'un univers extrêmement sensible à la créativité et à l'élévation artistique, la pensée. Alors du genre études, quel genre d'études tu as fait ? Parcours artistique. Alors, ma mère voulait absolument, parce que j'étais très, très, très douée à l'école, donc il y a eu un moment où elle avait très envie que je fasse le parcours prépa, machin, truc muche. Et c'était l'époque où il fallait faire, je sais plus, des souhaits là, sur un site internet. Et je lui avais dit, écoute, laisse-moi mettre une école d'art. Mais alors attends, tu as passé ton bac ? J'ai passé mon bac au Sénégal. Donc là, vraiment des études classiques, toujours littéraire. Avec ce rêve d'être comédienne. Oui, alors, mais qui commençait, tu sais, déjà à s'éloigner et qui était remplacé par j'ai envie de bosser dans la mode. Parce que j'adore les vêtements, j'étais fan de Yves Saint Laurent et je me disais, en fait, je pourrais être styliste. Tout ça toujours au Sénégal ? Tout ça toujours au Sénégal. Ok. Et au final, du coup, on se met d'accord et elle me dit, tu peux choisir, écoute, une école d'art et si tu l'as pas, parce que tu classifies les choix, tu passes à autre chose. Ok. En plus, je sais qu'en France, tu vois, tu as des parcours artistiques, etc. Tu peux faire des terminales, option art, etc. Nous, on n'avait pas ça. J'étais en TL, quoi. Terminale L, option rien du tout, que littérature. Et donc, je me disais, je vais jamais être prise, tu vois, dans une école d'art. Donc, je me souviens, c'était Dupéré. Je postule, machin, j'envoie un truc. Je me dis, bon... À Paris ? À Paris. Je me dis, les mecs, ils vont se dire, elle a jamais rien fait. Puis Et tu connaissais Paris ? Je connaissais Paris parce que j'y venais tous les étés, mais je connaissais le Paris de l'été, tu vois. J'ai un peu déchanté ensuite. Et au final, j'ai été prise. Donc, j'ai fait une prépa art appliqué, puis après un BTS design de mode. J'ai commencé à bosser
en assistante styliste photo, puis après en binôme avec un styliste pour qui je Attends, faisais... tu vas trop vite. Je vais trop vite, pardon. Tu vas trop vite. Attends. Donc, tu quittes le Sénégal à 18 ans, tu viens à Paris, Ouais. tu entames des études, tu vis seule. Non, alors ma mère, elle rentre avec moi, parce que c'était un moment où mon frère était rentré 4 ans avant moi, parce qu'il a 4 ans de plus. Puis ma mère, je pense qu'elle s'est dit, bon, mes enfants, ils quittent le Sénégal, Moi, je vais essayer autre chose. maman. C'est vraiment la maman. Ah, c'est une star. Elle Ma est mère, là. C'est tellement important et puissant. Moi, ce genre d'histoire, ça me plaît parce qu'on n'imagine pas comme il est fondamental, essentiel pour le bien-être des êtres vivants d'avoir justement des parents qui ont du bon sens et qui accompagnent. Et on sent que ta mère, elle est là, en fait. Puis qu'il le fait pour deux, tu vois, parce que ma mère, mon père ayant fait le choix de ne pas être là, elle a dû se retrouver, pardon, dans ce cas de figure où il faut faire papa et maman, tu vois. Et où il faut, plutôt que, j'aime pas trop cette formulation, c'est plus, il faut donner de l'amour et du soutien pour deux. C'est énorme. En ayant la charge mentale de... En plus, au Sénégal. Ouais, tu vois. Ouais. À nous porter à bout de bras, à bosser pour... Tu vois, par exemple, ma mère, tu parlais de l'intérêt pour l'art. J'ai pas le souvenir de lui avoir déjà demandé je vais faire du théâtre, je vais faire du piano, je vais faire de la danse, et qu'elle ait jamais dit non. Tu vois, peu importe quoi, elle aurait pu dire non, parce que quand même, il fallait me trimballer d'un bout à l'autre de la ville, ou pour des raisons financières, ou pour plein de choses. Mais chaque fois que je me suis levée avec une lubie, et Dieu sait que j'en ai eu, à un moment, je voulais faire de la harpe, elle a cherché un cours de harpe dans tout Dakar. Il n'y en avait pas à l'époque. Mais... Et pour deux, quoi, vraiment ce truc de... Et quand je suis venue en France, elle nous a suivis, je pense aussi, parce qu'elle avait envie de changer, mais aussi pour être là, tu vois, pour nous porter, pour nous soutenir, même si elle a une sensibilité à l'art. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à bosser dans l'art, ça voulait pas dire grand-chose pour elle, donc elle aurait pu avoir des doutes, elle aurait pu, tu vois, maman, je suis styliste photo. Qu'est-ce que c'est ? Tu fais quoi ? Je comprends pas, t'habilles des gens, mais pourquoi ? Mais elle a jamais douté, tu vois. Ok, d'accord, bah, si tu le sens, on le fait. Une okay. confiance et un soutien sans faille. Des petits doutes parfois, mais pas méchants. Donc là, tu commences à étudier, ta maman t'accompagne, et qu'est-ce qui se passe ? Je suis la première année à Paris, puis après je suis prise en BTS dans le Nord-Pas-de-Calais. Aïe, alors là, du Sénégal au Nord-Pas-de-Calais, ça fait mal quand même, non ? Ah, ça pique. Ça a piqué, hein. Puis moi, autant te dire, l'ambiance des corons... On vous embrasse et on aime le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est un peu, on va dire, gris. C'est un peu gris, puis voilà, c'était inattendu, si tu veux, mais après, je me plains pas, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu une formation qui était super, mais là, c'est en mode, stylisme. C'était textile, design de mode et industrie des matériaux. Mais ton intention à ce moment-là, c'est quoi ? L'actine, on a compris, c'est complètement oublié. Voilà. Et tu vas devenir styliste ? Ouais, moi, je voulais créer une marque de vêtements. Ok, très bien. Puis après... Donc toi, pas du tout te mettre en avant. Jamais t'as rêvé d'être mannequin ou de défiler, parce que ça aurait pu être la facilité quand on est grande et belle comme toi. Non, toi, tu voulais créer. Moi, je me disais, à ce moment-là, j'avais pas la confiance en moi que j'ai. Tu m'aurais dit à ce moment-là que j'étais belle, je pense que je t'aurais pas cru, parce que c'est pas comme ça que je me voyais du tout. Et puis je me disais, si ça doit arriver, tu sais, je croyais dans l'histoire de... Je suis dans le métro, et là on me dit, oh, mademoiselle, vous êtes sublime, vous voulez pas être comédienne ? Mais à l'époque, ça arrivait, hein, ce casting sauvage. Bah, c'est pas arrivé pour moi, Okay. mais tu sais, je pense que c'est parce que, même dans mon maintien, même dans ma posture, même dans ma façon de marcher dans le métro, ça avait rien à voir avec maintenant. C'est tellement, tellement important. C'est-à-dire que être un artiste, c'est aussi l'incarner. Et tu parles de posture, c'est ce qu'on dit dans la programmation neurolinguistique, c'est ta posture, ta pensée, ta visualisation. C'est à partir du moment où tu décides d'être celui que tu veux devenir, alors tout ton corps irradie. Et pour l'instant, toi, tu ne te voyais pas du tout ni belle, ni actrice, ni rien de tout ça. Là, c'était la création. Rien du tout. Tu sais, une petite anecdote rapide, quand j'ai eu un binôme, du coup, un styliste avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, que j'aime beaucoup, qui est un de mes meilleurs amis maintenant, et ça a commencé par un stage. Et ma première semaine de stage, à la fin, il m'a fait venir dans son bureau, il m'a dit « J'en peux plus. Tu t'aimes pas, ça se voit, t'arrêtes pas de dire que t'es grosse, t'arrêtes pas de dire que si, que ça, moi je peux pas. Moi j'ai pas envie d'être entourée de personnes comme ça, donc je te propose de passer le week-end.
Et puis si lundi, tu trouves toujours que t'es moche, que t'es grosse, que t'es laide et que ça va être quelque chose que tu vas continuer à répéter, on s'arrête là, c'est pas la peine de revenir. Oh, mais le niveau de vexation que j'ai atteint. Mais Et le service qu'il t'a rendu. Mais je suis rentrée chez moi en me disant, mais c'est qui ce bip? Non, mais il se prend pour qui? Puis j'ai dormi dessus et je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai rien de positif à dire sur moi, quoi. Puis même niveau fringues, je me cachais derrière des trucs, je voulais pas montrer mon corps, je savais pas. Et ça a été le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Et là, aujourd'hui, je l'ai revu il y a une semaine, j'ai été le voir et je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, tu m'as sauvée. Je serais restée, ce petit personnage tout gris. Tu sais, je suis grande et je me tenais comme une fille d'1m60, quoi. J'habitais même pas mon corps jusqu'au bout. Je pense que j'avais même pas conscience de mes extrémités. J'étais là, dans mon petit corps, à me dire, bon bah voilà, moi je suis une petite fille toute grise, et puis pas très belle, et puis un peu boulotte, et puis... Mais dis-moi, là tu vas rendre service à tous nos auditeurs, parce que finalement, on a beau être très très belle, on a beau avoir une maman bienveillante, on a tous en nous cette petite voix qui nous dit toujours, c'est pas assez, je suis pas à ma place. Et d'après toi, donc ce coup de pied aux fesses, parce que tu es une femme intelligente, tu l'as compris, tu as saisi, parce que c'est pas tout le monde qui a cette ouverture d'esprit. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En quoi ça t'a transformé? T'es rentrée à l'agence le lundi matin, comment? Alors, déterminée à lui prouver que j'étais pas une petite chose triste. Je pense que, tu sais, c'est l'orgueil. Il m'avait piqué. Je me suis dit, mais attends, comment ça? Puis moi, j'ai une mère très forte, tu vois, qui a vécu plein de choses. Et puis, tu sais, j'ai eu ce truc de me dire, attends, moi, la fille de ma mère, je vais me faire parler comme ça et on va me dire ça à moi. Mais non, je pense pas. Et alors, ça, je vais pas te dire que du jour au lendemain, je suis devenue flamboyante et super sûre de moi, mais je dirais que le combat, il a commencé là. Et pour répondre un peu à ta question, c'est un combat contre soi-même tous les jours qui devient de plus en plus facile à mesure qu'on le maîtrise, qu'on grandit, qu'on s'affirme. Mais pour moi, c'était le début d'un long chemin de guérison, d'acceptation de moi. Ça joue aussi beaucoup, beaucoup sur l'entourage. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la bienveillance dans les gens Et qui sont proches justement, de nous. ce styliste, comment s'appelle-t-il? Jean-Paul Paula. Jean-Paul Paula. C'est de la pure bienveillance. Ah, c'est de la pure bienveillance. Et on pourrait dire que c'est une rencontre qui t'a chamboulé, transformé. C'est la rencontre. Ah oui, oui. Même sur, je te dis, mon rapport à mon corps. Il est styliste. Alors, tu sais, je suis devenue un peu sa poupée pour les fittings. Il me mettait des trucs. Parfois, il me mettait des choses, tu vois, des trucs près du corps, des trucs où on voyait mes formes, et où j'étais là, non, mais non. Puis il me disait, mais t'es comme t'es, en fait. Et puis bon, voilà, tu sais, il y a une question de physiologie. Je peux perdre 10 kilos, j'aurai toujours entre guillemets, la shape sénégalaise, j'aurai toujours une petite taille, et puis des hanches, et puis des fesses, et puis... Mais je pense que même à 40 kilos, ce serait ça. Donc il m'a dit, tu vas faire quoi? Tu vas passer ta vie à te cacher? Donc finalement, le secret, c'est quoi? Faire la paix avec soi, rien ne va changer, en fait. Et l'acceptation de soi. Ouais. Je pense toujours à Rio de Janeiro, au Brésil. Le long de Copacabana, le long de toutes ces plages. Il y a une telle ambiance, une telle ferveur. Les filles sont grandes, petites, moches, grosses, belles, brillantes, violettes, jaunes, mais elles sont sous ce soleil inspirant. Et il y a une énergie où tout le monde est beau. C'est juste l'acceptation de soi. Et c'est difficile d'aller chercher cette acceptation. Et malheureusement, souvent, on a juste besoin d'un regard bienveillant. Donc là, tu poursuis avec lui. Jusqu'où ça t'amène, ce stage? Alors, au bout d'un moment, le stage n'est plus un stage. Il me propose de rester travailler avec lui. À l'époque, on était au WAD Magazine. Ok. Puis après, on est parti du WAD. On avait cette espèce de petit duo là, créatif qui marchait très bien. Moi, je faisais un peu production, casting sur le côté. J'avais vraiment lâché, tu sais, le stylisme. Je lui laissais parce qu'il est tellement... Je lui laissais faire ça. Puis moi, j'étais très bien dans toute cette partie organisée, la femme de l'ombre efficace, tu vois. Ça a la toujours, productrice, la styliste. Voilà, après ça a suivi, je suis devenue productrice, tu vois, ça a été agent de photographe. Moi, j'aime prendre soin des gens. Donc ton job, c'est agent photographe à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais assistante styliste, on va dire. Ensuite, je suis partie pour de nouvelles aventures. Je suis retournée à la fac. Tu sais, le choix. Mais tout ça dans une vie parisienne, installée, tu gagnes ta vie, tu évolues entre la mode, l'image, la photo, le stylisme. La fac, c'était envie de déguiser un peu tes connaissances, c'est ça? J'ai eu peur d'être bloquée dans la mode. Et c'était un monde dont j'avais l'impression à un moment qui me correspondait plus trop.
Et je me suis dit, avec les études que j'ai faites et le choix de carrière que je suis en train de faire, je risque d'être là pour toujours. Et donc, je me suis dit, il faut que je rajoute une corde à mon arc. Il faut que... Donc voilà, j'étais bonne à l'école. Je me suis dit, tiens, communication, littérature, boum, ça va être facile pour moi. Je suis retournée à la fac, je suis rentrée direct en 2e année. J'ai une équivalence. J'ai décroché ce diplôme, je suis sortie de là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Et puis, j'ai vraiment fait plein de trucs, tu sais, je me rends compte. Puis j'ai un pote qui bossait en agence de mannequin qui m'a dit, viens bosser en agence de mannequin. Bon, j'arrive chez Next, un autre stage. Finalement, je reste, assistante booking, assistante du directeur de l'agence, s'occuper des mannequins. Et puis, pareil, en fait, moi, je pense que j'ai ce tempérament où je me lasse vite, j'ai envie d'autre chose rapidement. Est-ce que je me lasse vite ou est-ce que je me cherche beaucoup ? Je sais pas. Ou alors tu cherchais ta place. Parce que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on te connaît, lorsqu'on t'entend, on entend que tu as besoin de sens et de créativité. Le milieu de la mode, on le sait tous, c'est un monde cruel. C'est peu de le dire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Parce que tu sais, avec casting.fr, on sillonne le théâtre, la musique, le cinéma, mais la mode. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la mode ? Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à tous ceux qui veulent soit être mannequin, soit être styliste ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, je réfléchis à ce que je vais te dire pour sans être fâcher honnête, personne. voilà, Ouais. et pour que tous mes copains de la mode, je vous aime tous beaucoup. beaucoup. Non, mais c'est une réalité. C'est un milieu plutôt difficile. Voilà. Je pense que c'est un milieu difficile. Je pense que justement, pour y rester, il faut avoir une confiance en soi. Mais il faut croire en soi, mais comme personne, parce que c'est pas un milieu où on te jette des fleurs et on va te dire « Bravo, c'est très très bien ». C'est pas un milieu où on va te tirer une chaise à la table en te disant « Mais je t'en prie, assieds-toi ». C'est un milieu où il va falloir aller la chercher. Donc il faut une grande force de caractère. Il faut être très sûr de soi. Tu vois, vraiment pas douter et pas laisser les autres te faire douter. Par contre, c'est un milieu incroyable. Hein. C'est des moments les plus palpitants de ma vie, les Fashion Week, la table du booking, confirmer des chiffres sur des shows, etc. Il y a quelque chose de palpitant. Mais après, disons que c'est pour certaines personnes et moins pour d'autres, tu vois. Mais comme tu disais, il y a la question du sens. Et moi, il y a eu un moment où j'en ai plus trouvé et c'est pour ça que j'ai arrêté. Il y a eu un moment où voilà, je trouve que c'est un monde qui est très beau, mais dont le côté superficiel, pour moi, parfois, peut être un peu too much dans le monde dans lequel on vit, avec les problématiques dans lesquelles on vit. Et pour moi, tu vois, en tant que femme noire engagée, il y a eu un moment où, éthiquement, je me suis dit, je ne peux pas continuer à être dans ce système-là. C'est le mot que j'attendais. Éthique et représentation. La créativité est superbe et en même temps, on sent une sorte un monde de représentation qui peut-être en 2024, c'est difficile quand on cherche du sens. Et arrive ce rôle, Play Game, c'est juste fou, dingue, comme quoi les rêves, attention à vos pensées, je vous le répète, parce qu'ils deviennent... ils se réalisent, vos pensées de l'enfance finissent toujours par se réaliser. Tu décroches ce premier rôle dans Play Game, production Canal+, une aventure dingue qui se passe au moment où tu décides de revenir aux sources, à la source, c'est-à-dire chez toi. À quel moment et pourquoi tu as quitté Paris pour te installer à nouveau chez toi au Sénégal ? Alors, après Next, j'ai été agente photographe, j'ai adoré ça. Mais il y a eu un moment où la vie parisienne, quoi. J'avais un sentiment de déconnexion. J'avais le de déconnexion à toi. De déconnexion à moi, et puis de ne pas arriver à connecter avec mon environnement, tu vois. Enfin, que tout était, tu sais, sorti de corps, quoi. Je me voyais, voilà, faire mon boulot, aller, rencontrer des gens très sympas. J'étais pas malheureuse en soi. Mais en fait, j'étais pas malheureuse, mais j'avais juste la certitude que je pouvais être encore plus heureuse. Et donc, je me disais, comment ? Puis je réfléchis. Première chose, je suis pas une fille du froid. J'aime pas le froid. Je te comprends. J'aime pas le métro. J'aime pas. Tu vois ? Donc, je me suis amise à moi-même. Je suis rentrée 1 mois au Sénégal, 1 mois en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, tu sais que ça, c'est une des premières clés dans le coaching. Identifier ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas.
Peut-être que toi, tu aimes le soleil quand d'autres aiment la neige. Savoir ce qui est bon pour toi et aller trouver ta place. Et c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Parce que moi, j'avais ce truc, je me disais, c'est grave de dire qu'on n'aime pas Paris. Parce que tout le monde veut être à Paris. Donc, j'ai pas le droit Première de dire, capitale. eh ben non, j'aime pas Paris, j'aime pas Paris. Voilà, là, ça fait un moment que je suis là, j'ai envie de rentrer chez moi, je le dis, sans honte et sans ressentiment, tu vois, pour Paris. Et donc, bref, je fais ce choix-là. Professionnellement, ça s'aligne. Parce qu'à ce moment-là, on me propose une super opportunité à Dakar, dans la prod. Je me dis, écoute, trop bien. Je faisais de la photo depuis longtemps, j'arrive à Dakar, ça m'inspire, je reprends mon appareil, je shoot, j'expose pour la première fois, enfin, tout ce... Parce que l'image et la photographie, c'était quand même ton dada. Ah oui, toujours. Tu nous l'as pas dit, ça. Toujours. Moi, j'adore les photos, raconter des histoires avec des photos, travailler beaucoup sur les archives, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, Quel genre de photos? Moi, je fais que de l'argentique. J'aime faire des photos... difficile à placer en termes d'époque. J'aime me brouiller les pistes. J'aime bien que quand on regarde mes photos, on se dise mais attends, la prise là en 2024 ou c'est une vieille photo d'archives? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, aller chercher un peu l'imaginaire des gens, les forcer à se faire un film. Du coup, hop, lien avec la passion pour le cinéma et la comédie, mais les forcer à se raconter une histoire. Et sans trop en dire, tu vois, moi j'aime poser les jalons, dire voilà, ça pourrait être l'histoire, voilà, il y a un garçon, une fille, dans tel décor, ils sont comme ça. Et après, quand, tu vois, les fois où j'ai exposé, les gens ils venaient et puis ils me disaient mais qu'est-ce que tu as voulu dire exactement? Et moi, ce que j'adore leur répondre, c'est je sais pas, qu'est-ce que tu as pensé toi? Qu'est-ce que tu penses que j'ai voulu dire et quelle histoire tu penses que j'ai voulu raconter? Et donc je rentre, il y a ce boulot de prod qui est super, il y a la photo qui prend de plus en plus de place dans ma vie, où je me rends compte que je suis à Dakar, je suis inspirée, quoi. J'ai du mal à poser l'appareil photo, puis je me rends compte que je sais faire plein de trucs, tu vois. Enfin, je pense que tu sais que tu es à ta place quand tu débloques tout d'un coup tout un tas de nouvelles capacités que tu n'avais pas avant. Donc je me mets à faire du casting pour des marques qui me connaissaient et qui m'appellent, écoute Naët, je suis à Dakar, j'ai besoin d'un cast. Allez, on fait ça. Des prods, enfin tu vois, monter des projets en partenariat avec d'autres potes artistes, transformer ma maison en lieu d'exposition pendant la biennale, enfin plein de trucs comme ça. Et l'acting, ça arrivait comme, boum, la cerise sur un gâteau qui était déjà très bon, tu vois. Mais... Tu disais que tu pensais qu'un jour, dans le métro à Paris, quelqu'un allait t'arrêter. Alors c'est rigolo, parce que tu dis, non, ça ne m'est pas arrivé, mais peut-être que si, ça t'est arrivé finalement. Raconte-moi le casting pour Play Game. Le casting, alors j'ai une pote du coup qui est directrice de casting sur beaucoup de projets cinéma, séries au Sénégal. Elle m'appelle, elle me dit ouais, tu me ferais une vidéo vite fait. Puis je dis, elle m'appelle en soirée, donc je suis là ouais, je te ferai une vidéo demain. Enfin je sais pas de quoi tu parles. Le lendemain elle me relance, il faut que tu me fasses une vidéo, non, je t'envoie un texte, tu me le lis. Je dis mais c'est quoi? Elle me dit t'inquiète. Tu sais, je pense qu'elle voulait pas que je me fasse d'idées, donc ok, j'étais avec ma coloc à l'époque. Je dis, vas-y, on fait le truc, tu sais, légère gueule de bois, quoi. Je me mets devant le truc. Bon, voilà, je m'appelle Naët, j'ai 32 ans, je lis son texte. Je me prends à aimer le jouer. C'était quoi? C'était dimanche. Lundi, hop, le réal veut te rencontrer. Ah ouais? Je dis, mais attends, les réals, ils rencontrent les figurantes. Oui, non, mais c'est pas de la figuration. Ah oui, d'accord, c'est pas de la figure. Bon, ok. Tu connaissais le réal? Mais pas du tout. Je connaissais pas du tout Emmanuel, Manu. J'arrive, moi je me dis, va me faire lire un truc, il me prend le texte, il me dit non, on va faire une impro. Donc tu arrives où? Au Sénégal ou à Paris? Donc je suis toujours à Dakar, parce qu'il était venu de Paris pour finaliser son cast, et puis pour commencer à tourner. Enfin, ça commençait à tourner, je crois, même pas 10 jours après. Ok. Puis il me dit non, vas-y, on s'en moque du script, on fait une petite impro là, comme ça. Voilà, admettons, j'étais à un entretien d'embauche, et moi je suis... un mec assez désagréable qui essaye vraiment de te chercher. Je veux que tu sois sur la défensive. On commence le truc. Moi, je me prends complètement dans le machin. Je termine par l'injurier, tu sais, mais par le traiter de tous les noms. Ça s'arrête. Moi, je me dis, il a compris que c'était du jeu. Et lui, bon, je pense se foutre de moi un peu, me regarde et me dit, quand même, tu m'as insulté là. Là, je me dis, j'aurais pas dû, tu sais. Je me dis, oh la boulette et tout, enfin, peut-être que j'ai été trop loin, mais j'ai été trop... oh là là. Puis là, il me dit, j'ai adoré ça. Il me dit, j'ai adoré ça, c'était trop bien. Comme quoi, d'après toi, pour être une bonne actrice, qu'est-ce qu'il faut avoir comme bagage fondamental? Je pense qu'il faut avoir de l'instinct. Je pense qu'il faut... et puis, il faut savoir lire les gens. Moi, j'ai regardé Manu, je me suis dit, alors...
Il m'a raconté un peu le rôle que je devais jouer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il attend de moi là maintenant? Pendant tout le tournage, il s'est battu contre moi parce que au début, j'étais un peu trop. Mais comme il m'a dit très justement, trop, c'est pas très grave parce que ça se diminue. En revanche, l'inverse, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui a du mal à le sortir, tu vas avoir du mal à l'amener. Enfin, il va falloir débloquer des choses, alors que quand c'est beaucoup, à force de me le dire, de me dire, attends, redescends, sois plus juste, calme-toi. Et ouais, de l'instinct, je dirais en tout cas que pour l'instant, c'est l'instinct qui m'a permis de commencer cette belle aventure et de la continuer, j'espère. Saupoudré d'expérience. Saupoudré d'expérience. Plus on a vécu d'expériences, d'émotions, d'aller se chercher, de rencontrer un styliste qui te dit mais tu m'intéresses pas si tu penses de toi que tu es moche, ça te fait naître des émotions. Être une comédienne, c'est se mettre au service d'histoires. Parle-moi justement de Playgame, de quoi ça parle? Alors Playgame, c'est une histoire de vengeance. C'est l'histoire de 3 amis d'enfance. Je vais essayer de ne pas spoiler, tu sais, contourner comme ça. C'est 3 amis d'enfance qui ont un lourd secret en commun. Et il y a quelqu'un qui veut se venger d'elle. Et moi, je joue Kimi, qui est un peu le vilain petit canard, tu sais, parce que c'est sur les 3 amis, il y en a 2 qui sont vraiment petites filles à papa-maman, un peu, tu vois, la bourgeoisie sénégalaise, bourgeoisie plus même. Et moi, je suis un peu la copine dont la maman est une ancienne prostituée, qui a un schéma familial compliqué, mais qui se retrouve un peu copine avec ces filles-là. Et qui, du coup, va toujours avoir ce rôle de Kimi la débrouille, quoi. Sauver les situations catastrophiques, se battre. Donc, c'est une boxeuse. Moi, je fais beaucoup de boxe. Enfin, je faisais beaucoup de boxe de Muay Thai. Boxeuse, badass, sexuellement libérée, qui fait un peu ce qu'elle veut. Voilà, un peu à la tête brûlée. Tête brûlée. Ouais. Ça s'est tourné à Dakar, chez toi. Toi qui rêvais des Demoiselles de Rochefort. Premier rôle. Et tu as même un agent maintenant, cinéma. Oui. On peut dire que tu es comédienne, avec une armada, une équipe autour de toi, et que ta carrière est lancée. Ça commence. J'ai hâte de voir ce qui m'attend. Tu as même joué dans la série C'est la vie, financée par une ONG. Parle-nous de cette ONG. Comment on la prononce? RAS? Alors moi, je dis RAS, RAS. Ok, moi non plus. Je m'excuse si c'était pas ça. De quoi ça parle, cette ONG? C'est plutôt... J'ai trouvé ça très intéressant quand on m'a approché pour ce rôle-là, que ce soit une série financée par une ONG. Parce que pour moi, le cinéma, ça doit avoir du sens. Et je me suis dit quel meilleur sens que de devoir faire passer un message, que de devoir travailler sur ces problématiques, surtout, tu vois, en Afrique, parce que il y a encore beaucoup de combats à mener en ce qui concerne la santé mentale, la santé sexuelle, les schémas familiaux différents. Donc c'est un projet qui m'a direct tapé dans l'œil, qui m'a direct séduite. Et puis je trouve qu'il n'y a aucune autre meilleure façon, en tout cas pour moi, que le cinéma et l'art en général pour faire passer des messages. Tu sais, c'est la manipulation des foules, mais la bonne. Tu mets les bonnes choses dans de l'art et les gens se retrouvent à ouvrir leur esprit à des choses auxquelles ils n'étaient peut-être pas forcément réceptifs à la base, sans vraiment s'en rendre compte, et peut-être de façon moins violente que par des messages politiques, que par ce genre de choses. Donc j'étais direct. Et puis la dernière chose qui m'a séduite, c'était pas du tout le rôle de Kimi, tu vois. Je passais de la badass boxeuse à je suis dans la série une petite mère de famille, tout ce qu'il y a de plus mignon. Je fais à manger pour mes enfants et mon cher mari. Donc c'était... j'ai eu peur, hein. J'ai eu plus peur pour ce rôle-là que pour Kimi. Parce que Kimi, c'est un peu moi. Boxeuse, badass, tête brûlée, fait ce qu'elle veut. Tu vois, j'étais là, genre, il y a moyen que je me trouve là-dedans. La femme au foyer, j'ai paniqué, j'en ai parlé à mon agent. Je lui ai dit, je te garantis pas que ça, je vais essayer. Mais ça m'a permis de donner une autre couche à cette femme au foyer. Parce qu'elle est OK, douce, etc. Mais elle a sa petite touche de Kimi quand même. Donc aujourd'hui, comédienne dans la série C'est la vie. Et toi qui cherches du sens, c'est pour défendre une cause à travers le divertissement, celle des violences et la mortalité infantile. Tu nous en dis quelques mots? Oui, moi c'est un combat que je mène donc déjà depuis, comme je disais, en tant qu'afro-féministe, lever les tabous
Mais c'est des sujets qui concernent l'Afrique ou c'est des la sujets France qui concernent l'Afrique. Ok. On est vraiment... Puis tu sais, c'est plus tabou. Et qui concernent même la France et le monde en entier, je crois. Je pense que tout le monde s'y reconnaît. Après, tu vois, c'est un peu comme dans cette démarche du féministe intersectionnel, c'est certaines réalités, certaines réalités vont impliquer que certains tabous soient plus ou moins abordés d'un continent à un autre. Tu vois, je sais que, par exemple, l'avortement en France, c'est beaucoup moins un combat que ça ne l'est, par exemple, au Sénégal, où c'est illégal. C'est encore illégal. C'est encore illégal. Et où donc tu as des jeunes filles victimes de viol, d'inceste, qui se retrouvent dans des situations dramatiques, sans accès, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas une famille qui peut t'envoyer en France ou trouver évidemment des systèmes B dont on ne parlera pas sur place, t'es seule, t'as rien. Et le tabou par-dessus, parce qu'on ne parle pas de ça. Tu vois, c'est très rare qu'une ado sénégalaise puisse aller voir ne serait-ce que sa mère, quoi, et lui dire... je veux dire, on a des tabous sur les règles, tu vois, sur la question des règles, déjà sur la question des premiers rapports sexuels, sur toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus évoluées ailleurs. Donc, c'est une série, effectivement, qui peut résonner dans plein de pays, mais ce qui est important... En tout cas pour moi, c'était de l'ancrer sur ce territoire-là, en Afrique, parce que c'est des problématiques qui, en 2024, pour moi, ne devraient plus être là et qui subsistent plus que jamais. Quand on parle de mortalité infantile, c'est quoi ? C'est toutes ces femmes dans des villages qui n'ont pas accès à des sourins, qui ont des maternités qui ne sont pas suivies, qui n'ont pas accès à des gynécologues, qui perdent des enfants ou pendant la grossesse ou à la naissance. Tout ça parce que l'accès à la santé... même s'il est meilleur, et toujours pas, ne serait-ce que, tu vois, au niveau des pays, je sais pas, les moins avancés d'Europe, quoi. Donc, c'est des questions... Et puis, ça paraît surréaliste, je pense, d'en parler. Je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui se disent, mais encore en 2024, il y a des femmes qui meurent des suites d'un accouchement parce qu'elles n'ont pas le suivi nécessaire. Bah oui, c'est des réalités dans plein de pays du monde. Moi, après, j'essaye de pas tout mettre dans le même sac, et donc je vais parler de l'Afrique, du Sénégal, où j'ai grandi. Mais je sais que... Voilà, à cette université féministe, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que ne serait-ce qu'à travers le continent africain, c'est des problématiques qui sont partout. On parle encore d'excision, par exemple. On parle encore d'excision, on parle encore de mariage forcé, on parle encore d'abus sexuels et de difficultés pour les femmes à porter plainte. Je t'ai rencontré à la Projo de Playgame. Je suis arrivée dans cette salle et en tant que bonne casteuse, je t'ai vue. J'ai su que c'était toi. Tu as un charisme et une beauté, mais plus que beauté, c'est ce que je dis toujours. Les artistes, ils ont ce truc en plus. Ça ne s'explique pas. Je reçois ici beaucoup d'artistes. Je pense à La Coya, Brian Hernandez, Agustin Galeana et tant d'autres qui quittent leur pays pour venir en France, tenter leur carrière. Et toi, ce qui me séduit, c'est que... tu reviens à la source. J'aime bien ce mot, la source. Il y a une vraie industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique. Je pense au Nigeria. Qu'en est-il au Sénégal ? Je crois qu'Omar Sy a un projet avec sa femme. Ah non, c'est de la cosmétique avec sa femme. Mais je crois qu'ils ont Lui, aussi il a un projet de société de production. Si je me trompe pas, j'ai entendu parler d'un projet de société de production. Et tu me disais qu'il y avait un vrai vivier d'artistes au Sénégal, que ce soit pour des mannequins. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors, Sénégal, déjà, grand pays d'art, grande nation d'art. Je pense notamment à des monuments du cinéma comme Sembène Ousmane. Ce que j'ai envie de dire, c'est... Franchement, ça fait 3 ans que je suis rentrée. Je ne m'en remets pas de la quantité de jeunes réalisateurs, de comédiens, de photographes, et puis surtout de la facilité avec laquelle les gens passent d'une discipline à une autre. Et je pense que c'est l'avantage, quelque part, du fait que peut-être ce ne soit pas aussi développé qu'ailleurs, c'est qu'on a encore cette flexibilité-là. Parce que qui dit développement dit un peu, voilà, il y a des rôles définis, alors où on est réel, où on fait ça, et où on fait ça, et voilà. Tu vois, je trouve que ça crée assez facilement des limitations qu'on n'a pas au Sénégal. Moi, j'ai des amis qui font
tellement de choses en même temps. D'un point de vue développement du cinéma et des séries, ça n'arrête pas. Enfin, je pense que beaucoup de personnes de l'industrie seraient d'accord avec moi. Je pense que même sur les 10 dernières années, entre, je sais pas, Maîtresse d'un homme marié qui avait vraiment remis le cinéma sénégalais sur le devant de la scène et ce qui se fait maintenant, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Il y a toujours un truc qui tourne. Il y a plein de boîtes de production, il y a Marodi, il y a Kiwoo, il y a les productions de Canal+. Enfin, ça ne s'arrête pas. Parce qu'aussi, il y a un appétit, je pense, pour les Sénégalais et les Africains de consommer des choses made in Sénégal, made in Africa. Parce que c'est bien beau de regarder des séries internationales qui sont de qualité, qui sont géniales, mais dans ce travail de se reconnaître et de s'identifier, qu'est-ce que ça fait du bien tu vois, rien que dans Play Game, de regarder une série où tu reconnais la ville, c'est notre ville, c'est Dakar, c'est des vues qu'on connaît. Je pense que ça permet aussi aux gens de revaloriser leur propre contexte, de revaloriser leur ville, de revaloriser leurs acteurs et d'arrêter d'avoir toujours cette projection que partout ailleurs c'est mieux. En fait, ailleurs c'est mieux. Justement, dans cette quête éthique, on dirait que tu vas changer le monde et ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit, tu risques de... c'est des personnes comme toi qui vont rééquilibrer et pouvoir apporter plus de productivité, de créativité en Afrique. La photo ne te quitte pas, tu continues. D'ailleurs, tu fais une expo le 16 novembre pour la Biennale des Arts de Dakar. Qu'est-ce que c'est que la Biennale des Arts de Dakar ? Je pense que c'est pas tout le monde qui connaît le mot biennale. Raconte. Alors, c'est un événement artistique qui a lieu, du coup, comme son nom l'indique, une fois tous les 2 ans et qui réunit une sélection donc, d'artistes du continent qui viennent exposer. Enfin, Dakar est transformé pendant presque un mois. Il y a des expos partout, il y a des artistes de partout. C'est un moment vraiment d'ébullition et d'émulation artistique. Qu'en dire d'autre ? Moi, du coup, dans ce contexte-là, je vais exposer une série dont je ne vais pas trop dire, je ne vais pas trop en parler encore, mais justement qui parle de la beauté des femmes sénégalaises. Ok. Qui est très connue par leur finesse. et surtout le rapport qu'elles ont, tu sais, à la coquetterie. Moi, je vois, mais du côté sénégalais, mes tantes, ma grand-mère. Tu sais, je revois ma grand-mère, elle avait cette façon, tu sais, on se parfume avec le turaï, donc de l'encens que tu mets dans un encensoir comme ça. Puis elle mettait les braises de turaï, puis elle prenait son gros bout et elle se mettait au-dessus. Et donc, tu avais la fumée qui lui sortait par les manches, par le col. Et tu sais, Gabine, c'était... On aurait dit que ma grand-mère prenait feu, quoi. Et donc, il y a toute une tradition, notamment donc, à travers le mythe, alors je mets mythe entre guillemets, mais de la Drianké, sur lequel je travaille. C'est la femme sénégalaise. Alors, ce serait un mot qui serait né d'une fusion entre l'anglais et le français. Et en gros, ça désigne un peu, moi, ce que j'aime appeler la geisha sénégalaise, c'est-à-dire la femme qui a tout un tas donc alors, on va reprendre. Qui a toute conscience de son pouvoir de séduction, qui sait exactement comment l'exercer et qui a tout un arsenal là à sa disposition pour être une espèce comme ça de symbole de la féminité et du sexy à la sénégalaise. Et moi, ça me fascine. Le symbole de la féminité. Toi, à 22 ans, tu t'es rasé le crâne. Ça fait 10 ans que tu portes la boule à zéro. Justement, quel geste par rapport à au symbole de la féminité. Tu t'en rends compte de ce paradoxe, ce côté j'étais complexée, ça a été long, je suis féminine, j'ai des cours, mais en même temps je veux du sens, et jusqu'au moment où je me rase la tête. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? C'était la libération. Tu sais, j'ai eu l'impression de lâcher. Il y a tellement d'injonctions à être femme d'une certaine façon qui pèsent sur les épaules, qui, tu vois, je sais pas, maintenant on parle du rapport au poids, du rapport au maquillage, toutes ces choses-là qu'en tant que femme, on nous a forcé à intégrer, mais depuis des générations, hein, donc c'est même pas... C'est aussi du trauma générationnel qu'on porte encore. Et pour être une femme, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que c'était mon premier vrai doigt d'honneur à cette injonction-là, de dire... en fait, moi, j'aurais pas de cheveux parce que j'en ai pas envie, parce qu'il y avait aussi le trauma de la petite fille noire qui a connu les défrisages, les tresses, les démêlages, et on n'en parle pas assez. Bonjour le trauma. Moi, maintenant, j'ai la phobie qu'on me touche les cheveux. Hein. Tu t'approches de moi avec un truc, un peigne,
je revis 20 ans de traumatisme capillaire. Donc il y avait cette envie, et puis une envie aussi de me différencier, une envie aussi de montrer au monde que j'avais tout contrôle sur ma façon d'exercer ma féminité. Révéler ta véritable nature. C'est ça. Oser ta singularité. Je citais Trop belle pour toi de Bertrand Blier il y a peu de temps, et justement le rapport à la beauté. Être belle. Quand on te dit, je pense à mon amie Lincha, que j'embrasse, être belle, être belle, être belle, c'est terrifiant. C'est une injonction terrifiante, et toi, tu as osé. Et ça me paraît audacieux. Et en même temps, c'est comme ça que tu te crées cette singularité et ce charisme. On va parler casting. Aujourd'hui, donc, tu es comédienne. Est-ce que ça implique que tu as un book, un CV, une bande démo et tout ce qu'il faut ? Ça y est, on y est. Ton agent te l'a exigé, raconte. Bah oui. Moi, donc quand on a commencé avec mon agent, moi, j'avais jamais eu d'agent. Enfin, du coup, j'avais été agent, mais de mannequin. Donc, j'avais pas tout le truc, la bande démo, les photos. Il a fallu poser. Quel cauchemar pour une photographe d'être prise en photo. Mais c'est clair. Parce qu'en fait, tu décroches le casting, on dit ok, t'as le rôle, donc du coup, contrat, hop, agent. Ah non, pas tout de suite en plus. Du coup, je décroche le casting, je signe moi, j'ai pas d'agent. En plus, la tradition entre guillemets de l'agent sur le continent, il y en a pas. Donc, j'avais pas d'agent. Donc, c'était moi et moi-même. Et puis, c'est quand la série s'apprêtait à sortir, en fait, que j'ai été contactée par cet agent à Paris qui m'a dit... Qui s'appelle Vincent Fischer, de CI, et qui m'a dit, écoute, Manu, le réal m'a parlé de toi comme de la révélation. Manu, il avait fait ma pub, je te dis pas. Et il m'a dit, moi, j'ai très envie, en fait, de travailler avec toi. On se fait un premier call. Je le sentais bien, j'aimais bien l'énergie. Il m'a dit, faudrait que tu viennes. J'ai la chance d'être très facilement entre les deux, Paris et Dakar. J'ai pris l'avion, j'ai rencontré mon agent, et puis ça s'est enchaîné. Photos, bande démo. Et puis là, je suis dans cette phase de construire mon réseau, rencontrer des gens. Après, moi, je vais pas te mentir, j'ai surtout envie de jouer. Enfin, ce qui me plaît le plus, c'est de jouer. Je me sens jamais aussi bien que devant la caméra, donc j'ai juste envie de jouer. Construire son réseau, justement, pour tous les gens qui t'écoutent et qui rêveraient de devenir comédienne, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Donc là, tu viens de nous dire avoir un book, CV et bande démo. Quel autre conseil ? Le premier, ce serait de ne pas stresser justement quand on n'a pas tout ça parce que ça vient. Le second, ce serait d'être soi-même parce que on a tendance, tu sais, à penser qu'on doit être dans la représentation pour connecter avec les gens. Non, je pense, tu vois, par exemple, on enregistre ce podcast aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés et que moi, j'ai été moi-même et qu'on a accroché. Donc, je pense que se faire confiance, en fait, se dire que si tu as ce qu'il faut, en fait, tu attireras les personnes qui le verront en toi. Mais il ne faut pas vouloir se mettre en scène ou avoir tendance à vouloir incarner ce que devrait être un comédien ou une comédienne parce que ça se voit et que ça prive les gens peut-être de voir ton authenticité. Et je pense que c'est ce qu'on cherche chez un comédien ou une comédienne, c'est l'authenticité. Donc si tu es trop prise avec ce que tu penses que tu devrais être, tu passes à côté de ce que tu es et les autres aussi. Se connecter à soi. Toujours. Toujours et toujours. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Naët, cette petite fille de 4 ans qui était sur scène et qui jouait devant son premier public ? Je lui dirais... aime-toi, quoi. Aime-toi plus, c'est pas possible. Mais aime-toi plus et puis ce qui est pour toi te trouvera. C'est pas... En fait, la vie, c'est pas... Faut moins forcer. Force moins, sois toi-même. Occupe-toi plus d'être heureuse, moins dans la projection. Et les choses, elles arriveront au moment où il faudra que ça arrive. Et voilà, si ça doit être à 32 ans, si ça doit être à 40, à 50, si j'ai mon premier grand rôle à 70 ans, c'est comme ça. Alors, on va dédier ce podcast à toutes les petites Naët et surtout à ta maman qui t'a tellement poussée à suivre. Merci pour ce délicieux moment et rendez-vous à Dakar à partir du 16 novembre pour la Biennale. Merci Naët. Merci à toi, merci beaucoup.